si je devais résumer, c'est dans quel état émotionnel récurrent on se trouve quand on n'est pas à sa place. Mhm. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? C'est essentiellement autour de ces trois émotions que vont tourner nos expériences de vie au quotidien. Pourquoi est-ce que nous ne nous sentons à notre place nulle part? Pourquoi, même adultes, nous continuons à nous sentir responsables de tout, ou invisibles, ou coincés dans des rôles que nous n'avons jamais vraiment choisis? Et si en réalité nous étions simplement à une place qui n'était pas la nôtre? Une place prise par loyauté, une place occupée par nécessité, une place héritée d'un drame dont personne ne nous a jamais parlé. Quand on parle de place dans la fratrie, on ne parle pas seulement d'un numéro. On parle de stratégie d'adaptation à un système familial, d'un ordre invisible, d'un équilibre fragile. Et si comprendre la place que nous avons occupée pour que le système tienne ne servait pas à accuser le passé, mais au contraire à reprendre notre place aujourd'hui. C'est exactement ce que nous allons explorer avec mon invité du jour, avec Shiraz Gayeb, qui nous vient du Canada anglophone. Alors Shiraz est ingénieur de formation. Rien ne l'a destiné au départ à accompagner des trajectoires de vie. Mais en 2009, un événement intérieur majeur, un rêve qui agit comme un électrochoc, va bouleverser son existence et ouvrir un chemin de transformation profonde. Depuis, Shiraz a exploré les mécanismes des blessures émotionnelles, des loyautés invisibles et des dynamiques familiales qui conditionnent nos choix, très souvent à notre insu. Elle est aujourd'hui coach, constellatrice familiale, créatrice de méthodes de libération et de révélation de soi et autrice de 2 livres. Depuis 2016, elle a accompagné plus d'1 millier de personnes dans le monde avec une intention très claire d'aider chacun à cesser de survivre pour commencer à vivre. Et c'est d'ailleurs le titre de son premier ouvrage. Vous trouverez bien évidemment tous les liens dans la description de cet épisode pour la retrouver, notamment un petit quiz sur les blessures émotionnelles. Alors Shiraz, si l'on part d'une idée, de cette idée que personne n'arrive dans une famille neutre, mais toujours dans une configuration qui est déjà en place, forcément, quelle est la logique de base qui organise la place d'un enfant dans la fratrie? Bah, bonjour Emmanuel, et puis bonjour à ton audience. Je suis ravie d'être là Bonjour. pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système familial existe déjà à l'arrivée d'un enfant. C'est un système familial qui existe avec ses règles, avec ses lois, avec ses héritages, ses croyances, ses principes, enfin bref, tout un fonctionnement déjà existant. Donc on arrive et on fait de son mieux, si j'ose dire, pour prendre sa place. Et en fonction des différentes choses qui peuvent se produire dans une famille, on peut se sentir plus ou moins à notre place. Je ne sais pas, Emmanuel, si ça te parle quand je te dis que certaines personnes ont l'impression de ne pas appartenir à une famille, d'avoir été adoptées. Parfois, on a l'impression de se sentir tellement différente ou différent qu'on est Ah, vraiment dans un enjeu de prendre sa place. Et en fait, tout à fait. notre place, c'est, selon ma vision de la vie, c'est vraiment un choix de l'âme qui fait qu'on a choisi sa famille, choisi entre guillemets, bien évidemment. C'est un peu plus complexe que ça, mais disons qu'on a choisi sa famille, mais on a aussi choisi sa place dans la fratrie parce que chaque place compte et chaque place a vraiment toute une histoire derrière. Je te rejoins absolument dans cette vision des choses. Super. Donc je ne sais pas sur quelle partie est-ce que tu as envie qu'on aille explorer en premier, parce que Alors, sinon on n'arrête pas, hein. bien sûr, alors, selon la place qu'on occupe dans la fratrie, quels sont les liens
plutôt au père ou à la mère ou au couple par rapport à la lignée globale. Alors ici, je vais donner les liens de connexion lorsque c'est notre place véritable, parce qu'on verra tout à l'heure qu'en fait, souvent, on pense être l'aîné, le deuxième, alors qu'on est cinquième, troisième, etc. Donc, on va voir ça aussi tout à l'heure. Mais déjà, quand on est le véritable aîné dans une fratrie, on est connecté à l'énergie de la lignée paternelle. Donc, on est relié au père et à tous nos ancêtres du côté paternel. Quand on est deuxième, on est lié plutôt à tout ce qui est maternel, lignée maternelle, notre mère, etc. Et quand on est troisième, on est lié à l'énergie du couple parental et d'une manière plus générale, on est lié à à tous les liens, à tous les couples, à toutes les équipes même dans nos ancêtres. Et en fait, le troisième a un rôle d'équilibrer les déséquilibres dans les systèmes de famille, à commencer justement par le couple parental. Donc c'est pour ça que l'aîné a souvent plus d'autorité que les autres. C'est souvent le leader, celui vers lequel on revient pour prendre une décision importante dans la famille. Le second va être plutôt maternant, plutôt plus de douceur, d'aide, d'écoute. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des métiers d'aide quand ils sont deuxièmes. Et les troisièmes sont souvent, euh, les troisièmes ont vraiment une énergie assez particulière parce qu'en même temps, ils sont dans une dynamique de vouloir s'émanciper et se distancier de la famille. Et en même temps, ils sont très très proches, donc ils reviennent souvent. C'est souvent les petits derniers qui restent très très longtemps avec les parents. Donc tu vois un peu le genre d'énergie. Voilà, ça c'est pour les D'accord. trois. Puis le quatrième est comme le premier, le cinquième comme le deuxième, le sixième comme le troisième, et ainsi de suite par cycle de trois. D'accord. Ok, donc c'est clair. Donc on a en fait le premier qui est relié au quatrième et au septième, le Oui, deuxième qui est relié au cinquième et au huitième, et le troisième qui est relié au sixième et au neuvième. Voilà. absolument. Parce que ça peut jouer aussi au niveau des familles recomposées, etc., quoi. Oh oui, on peut en parler des familles recomposées parce qu'en fait, il y a un ordre, par exemple, du côté du père, un ordre différent du côté de la mère. Donc, on porte un peu les deux énergies. Et puis, quand on fonctionne dans une famille recomposée, c'est intéressant aussi de voir l'ordre des enfants, même s'ils n'ont pas les mêmes parents, mais l'ordre des enfants qui cohabitent. Ça aussi, c'est une dynamique qui a à prendre en considération. Donc il y a un petit mélange qui se fait au niveau de chacun quand on a tous ces ordres-là. Est-ce que tu permets, Emmanuel, que je te parle du rôle particulier du quatrième dans une fratrie? Avec plaisir, je suis une quatrième. Ah Donc, bah alors tu me diras comment ça résonne en toi. Parce que les quatrièmes, j'ai beaucoup d'affection pour les quatrièmes parce que ils sont dans une place dans la fratrie qui n'est pas évidente. Parce qu'ils sont reliés donc à l'énergie paternelle, à l'énergie aussi de protection, d'autorité, et donc ils sont du coup en compétition avec l'aîné, et je mets en compétition entre guillemets, ils sont en compétition avec l'aîné parce que ce rôle est déjà pris par l'aîné, et le quatrième doit trouver sa place et donc, il doit faire preuve de leadership peut-être dans un autre système. Peut-être on va trouver un quatrième qui va être très leader dans son entreprise ou qui va créer des entreprises pour pouvoir être ce leader-là parce qu'il y a cette petite frustration au niveau de la famille, du système familial. Donc, il y a vraiment un enjeu de taille pour ce quatrième-là. Je sais pas d'accord. comment ça te parle. Ah bah ça me parle complètement puisque bah, ça a été mon cas, puisque bon, j'ai eu des entreprises aussi, voilà, à deux périodes de ma vie. Là, je suis à nouveau depuis 2 ans entrepreneur individuel, mais j'ai été en SARL avant. Et en fait, si tu veux, la petite particularité, c'est que moi, je pensais être la troisième. Parce qu'à l'époque, je ne Hmm. connaissais pas tout ça. Et en fait, je suis la troisième des vivantes, Oui. alors que je suis la quatrième en fait.
puisque ma mère a fait une fausse couche entre ma sœur aînée et ma deuxième sœur. Voilà. Et c'est super intéressant. Vraiment, merci pour ton partage parce que ça me permet aussi d'appuyer l'importance de vérifier quelle est la vraie place qu'on occupe dans la fratrie. Parce que pour trouver notre place dans la fratrie, on a besoin de compter toutes les grossesses de notre mère, toutes, y compris les fausses couches, les interruptions volontaires de grossesse, les jumeaux perdus, les, les enfants morts-nés ou morts d'une manière très précoce. Donc, toutes les grossesses doivent être considérées. Il paraît aussi qu'il y a les œufs blancs qu'on prend en considération. J'ai su ça hier, en fait, parce que je ne l'avais pas retenu lors d'une interview avec une dame qui s'appelle Dominique Jacob et qui est spécialisée aussi dans ce domaine de psychogénéalogie, de constellation familiale. Et en fait, les œufs qui sont arrivés, qui ne sont pas fécondés, compte aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant tout ce qui peut être pris en compte et bon, on n'a pas l'habitude d'en parler. Pour reprendre mon exemple, moi j'ai une maman qui a 90 ans maintenant, donc à l'époque où elle a fait sa fausse couche, bien évidemment, on parlait pas de tout ça et on ne s'attardait Bien pas, sûr, surtout sur ces problématiques-là. Et moi, je l'ai non, apprise, j'avais 30 ans et de manière complètement fortuite. Et ma mère m'a confirmé la chose. Oui, 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 vers 4 5 mois, manifestement, ce qui est déjà quand même avancé en plus, et ce qui est quand même assez dramatique aussi à vivre pour une femme. C'est absolument. clair, c'est un trauma. Donc voilà, il faut pas se mentir sur les choses. Tant je n'ai pas compris l'impact des choses, j'ai juste dit, mais comment ça, t'as fait une fausse couche, on n'est pas au courant, tatati tatata. Mais en fait, c'est l'histoire intime aussi des parents. Euh, Absolument. voilà. Et c'est seulement il y a quelques années, en fait, où je me suis plongée dans la généalogie de ma famille, dans la psychogénéalogie, etc., dans les constellations, que cette histoire m'est revenue en tête et où je lui ai reposé de questions, en fait, hein, pour inscrire cette petite sœur pas arrivée à terme de façon symbolique. Moi, j'avais besoin de la réinscrire dans ma fratrie, quoi. Voilà, de façon symbolique, en lui attribuant le prénom ou les prénoms, puisqu'il y avait deux prénoms en lice. Donc voilà, donc moi je la nomme par ces deux prénoms en disant moi je suis bien la quatrième. Par contre, ma place, c'est pas la troisième, je suis la quatrième. Voilà. Absolument. Cette fameuse loi d'appartenance dans l'enseignement des constellations familiales, chaque âme, j'ai envie de dire, chaque individu compte dans le système familial et même ceux qui ne sont pas nés, qui sont morts avant de naître, même eux doivent faire partie du système familial. C'est très important de les inclure pour l'équilibre du système familial. Et tu abordes beaucoup de sujets très intéressants dans ce partage. J'ai envie de rebondir sur le fait que oui, des événements comme une fausse couche ou un avortement, c'est un sujet qui est intime, bien évidemment. Mais en fait, le problème, ce n'est pas de ne pas parler d'une fausse couche ou d'un avortement. Le problème, c'est quand la mère ne l'accepte pas, qu'elle n'a pas encore fait le deuil. C'est là où quelque chose d'invisible est transmis à l'enfant d'après, et donc ça devient son problème aussi, parce que ça lui Bien a été sûr. transmis. En revanche, une maman qui a fait le deuil, qui a fait le travail de deuil par rapport à une fausse couche ou un avortement, l'enfant d'après ne va pas particulièrement être affecté, il ne va pas sentir que quelque chose est tu, un secret qui est là, tu Mhm. vois. Ouais, non, c'est certain. Mais après, ça fait partie des choses qui sont toujours un peu. Enfin, moi, je sais que j'ai été un peu choquée, comme on dit maintenant, à l'époque. Oui.
bien que ça date, je me suis dit, Ouah, comment c'est possible qu'on soit pas au courant, tu vois? Et en fait, bah, Mhm. tu te dis, bah oui, bah, voilà. Et c'est la vie de millions de personnes, hein, comme toi et moi. Voilà, on vit tous ça de toute façon dans les familles, hein, puisque on est venu expérimenter des choses, hein. Donc les familles, hein, sont vraiment le terrain de jeu idéal pour, Idéal et si pour douloureux, mais idéal. essayer de comprendre certaines choses et surtout de les dépasser à un moment, quoi. Alors, tu avais Absolument. peut-être des exemples, toi, Shiraz, à nous donner? Alors oui, j'ai quelques exemples, si tu veux. Ouais. Je vais prendre l'exemple de deux clientes que j'ai eues qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire que leur mère a fait une interruption volontaire de grossesse avant elle, mais Mhm. elles ne l'ont jamais dit, donc ça a toujours été un secret dans la famille. Mais chacune d'elles a développé un mécanisme de protection différent. Donc la première avait a un frère, enfin qui n'a jamais vu le jour avant elle. Et en fait, sa mère a décidé d'avorter parce qu'à l'époque, elle avait déjà un enfant et elle ne voulait pas rajouter des charges financières. Enfin, elle pouvait pas se permettre, entre guillemets, financièrement parlant, d'avoir deux enfants si proches en âge. Donc, elle Mhm. a décidé, c'est toujours une décision douloureuse, mais elle a décidé d'avorter. Et puis quand cette cliente est arrivée juste après, elle portait ça en elle, cette mémoire Bien sûr. de rejet du système familial pour manque d'argent. Donc elle a emmagasiné une mémoire de rejet. Et ce qui s'est passé, c'est que elle n'a jamais voulu se montrer au monde, elle n'a jamais voulu euh, trop en faire pour sa réussite professionnelle, on va dire, parce que justement, quelque part en elle, sans trop le savoir, il y avait cette interdiction, cette loyauté à l'égard de ce frère, donc cette interdiction de briller et de profiter de la vie. Et Mhm. donc ça a été révélé lors d'une constellation qu'on avait faite ensemble, et le fait qu'elle ait pu aller à la rencontre de ce frère et puis entendre presque ce qu'il avait à dire, parce que des fois, il y a des messages qui sont clairs dans les constellations. Ça a permis de faire la paix et ça a permis de l'entendre aussi, d'entendre son frère lui dire qu'en fait, elle avait le droit de briller, qu'elle avait le droit de profiter de ce que la vie offrait de meilleur, en Bien fait. sûr. Une autre cliente qui avait exactement la même configuration, elle a développé un mécanisme différent de protection. Donc, elle, ce qu'elle a emmagasiné en mémoire, c'est que elle coûtait trop cher à la famille. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se privait de tout. Elle refusait les cadeaux, elle ne voulait pas qu'on lui offre des choses, elle mangeait en cachette parce qu'elle avait peur que si on la voyait manger, on allait lui dire tu coûtes trop cher à la famille, tu dois partir. Ce genre de mécanismes-là qui font qu'elle a développé vraiment des mécanismes de dépenses en cachette, de nourriture en cachette. Tout ça lié à la même histoire, à une histoire similaire. Mais donc en fait, on peut vivre quelque chose et puis ça se manifeste dans notre vie de manière totalement différente. Ouais, ouais, non, mais c'est certain. Et à côté de ça, comme ce sont des processus inconscients, hein, puisqu'on fonctionne à 95% en mode inconscient quand même, Oui, par rapport au conscient, rappelons-le. rappelons-le encore une fois, c'est parce que c'est quand même très très important de dire que toutes ces alternatives qu'on a, outils, grilles de lecture à l'heure actuelle, qui peuvent aider à aller mieux quand on se sent dysfonctionné, euh, apportent un éclairage aussi complémentaire au mal-être des gens. Et moi, je trouve que c'est vachement important de pouvoir avoir une approche pluridisciplinaire, essayer de bosser sur soi, mais en alliant le médical, le coaching, des thérapies alternatives. Maintenant, il y a des thérapies brèves aussi, hein, qui permettent de ne pas revenir en arrière comme avant et de faire tout un tas de choses pour aller mieux, quoi. Et toutes ces grilles de Absolument. lecture qu'on peut avoir là, symboliques,
je trouve, énergétiques, sont hyper, hyper importantes à expérimenter. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que il faut que les gens expérimentent. Voilà. Aillent voir. Après, c'est comme la soupe avec les enfants, hein, je pense. Hein. C'est, voilà, soit ils aiment, ça leur convient, bah, tant mieux, ils sont contents et ils peuvent recommencer éventuellement. Ou sinon, bah, si ça leur plaît pas, bah, next, hein, ils passent à autre chose et voilà quoi. Hein. Complètement Mais d'accord avec toi. Il faut essayer pour savoir si c'est la bonne pratique pour soi. Et mhm, puis, toutes les pratiques sont vraiment complémentaires. Il n'y a pas une méthode qui marche mieux. Il y a une méthode qui marche mieux dans une situation particulière avec une personne particulière. Donc, il n'y mhm, a vraiment pas bien de sûr. bonnes ou de mauvaises pratiques. Il y en a qui sont plus ou moins compatibles avec qui on est et ce avec quoi on arrive. Eh oui, 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 ça c'est clair qu'on est tous uniques, hein. Donc à chacun et puis à chacun son mode de fonctionnement et ses envies et ses affinités. Voilà, il n'y a pas ça c'est mieux que ci, que ça. Voilà, expérimentons en fait, hein, puisque quand on commence de toute façon à mettre les pieds dans la connaissance de soi, c'est vrai que bah, on a envie de voir un petit peu. Ce qui pourrait faire en sorte qu'on fonctionne mieux aussi au quotidien. Enfin, du moins, Oui, c'est ma vision des choses, de dire, voilà, soyons ouverts, hein, des fois même à des choses un peu oui, surprenantes. Mais absolument, voilà, après, voilà, il faut absolument, essayer. On ne peut pas dire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas et avoir des idées arrêtées tant qu'on n'a pas expérimenté les choses. Moi, je pense que c'est absolument. un peu ça. Si, Hein. Ouais. si je peux me permettre un Oui. conseil pour l'audience, c'est Mm. personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Si quelqu'un vous dit il faut faire ça parce que c'est la seule chose qui marche, fuyez, courez, parce que il n'y a que nous qui puissions savoir ce qui est le mieux pour nous. On doit avoir confiance en notre instinct, en notre flair et en notre intuition pour prendre les meilleures décisions pour nous. Mhm. Ouais, oui, non, c'est clair. Est-ce que tu aurais autre chose à dire, Shiraz, sur les choses qui peuvent fausser la place d'un enfant dans une fratrie, les événements familiaux parfois tus ou minimisés, qui déplacent donc symboliquement la place de l'enfant et peuvent créer des années plus tard un sentiment diffus de ne pas être dans sa juste position? Est-ce que tu aurais des choses à rajouter là-dessus Oh ou oui, pas? plein. Ouais, Déjà, ouais, déjà le jumeau perdu ou la jumelle perdue. Ça, ouais. c'est un événement qu'on minimise, mais qui est très, très important. Il y a un médecin qui s'appelle docteur Alfred Ostermann, qui a écrit un livre, Le syndrome du jumeau perdu, et qui explique, en fait, il a fait des échographies précoces et il a déterminé qu'il existe plus d'une grossesse sur 10 qui est gémellaire, Ah oui, d'accord. mais que la perte du jumeau ou de la jumelle se fait d'une manière tellement précoce qu'elle passe inaperçue. Mais l'expérience cellulaire du jumeau survivant, elle, par contre, elle est bel et bien réelle. Donc, en fait, si on a un jumeau ou une jumelle perdue, il se place juste avant nous. Donc, si je suis, mettons, deuxième et que je découvre que j'ai une jumelle perdue, je vais être troisième et ma jumelle perdue est deuxième. Et ce jumeau perdu ou cette jumelle perdue, les conséquences dans notre vie concrètement et comment on peut reconnaître qu'on est une jumelle survivante, c'est par exemple le sentiment que quelqu'un nous attend quelque part, le besoin de fusionner dans les relations amoureuses. Le fait d'avoir du mal à dormir dans le noir absolu. On a toujours besoin d'une petite lumière parce que le lit, métaphoriquement, symboliquement, représente le ventre maternel. D'accord. On a peut-être aussi parfois, et ça c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup, mais là je le conscientise de plus en plus, d'acheter tout en double, comme si on achetait une pour nous et une pour la jumelle ou le jumeau perdu. Donc tous D'accord. ces signes-là peuvent être des indications, en tout cas ça, c'est pas des preuves scientifiques, mais ça permet de mettre la personne sur la piste et de se dire,
tiens, ça me parle, ça me parle, ça me parle, et peut-être d'aller par curiosité faire une constellation pour voir ce qu'il en est au niveau de la fratrie. Et puis, D'accord. il peut y avoir aussi d'autres situations qui décalent les personnes dans le rang dans la fratrie. C'est par exemple, des fois, un père peut avoir eu un enfant ou peut avoir mis enceinte une partenaire avant de se marier, mais cette grossesse n'a jamais été prise en compte dans l'ordre de la fratrie. Donc, c'est important de la comptabiliser aussi. Ça, Ah c'est oui. quelques petits exemples que je voulais rajouter. D'accord. Ouais, ouais. Donc il y a tout ce qui est secret, non dit, toutes C'est ces ça. choses-là. Effectivement, c'est important de. Il y a aussi pour les enfants nés sous X. Hein, euh, c'est vrai que ça peut être problématique. Enfin bon, il y a quand même des fois des histoires un peu lourdes à ce sujet, parce que c'est Absolument. un peu compliqué de s'identifier, même si je crois avoir cru comprendre, peut-être que tu vas pouvoir me le confirmer, c'est que les familles d'adoption, en fait, représentent le système identique, si j'ai bien compris les choses, à la famille d'adoption. Oui, en fait, ma vision, c'est que on se structure énergétiquement entre la conception et 2 3 ans. Mhm, Et on se structure à partir de l'énergie des adultes qui prennent soin de nous. Et donc, en fait, c'est très important d'observer qui prend soin d'un enfant. Est-ce qu'il est confié à une nounou et les parents ne sont jamais là? Auquel cas, la structure énergétique de l'enfant va être récupérée massivement par l'énergie de la nounou. Et donc, du coup, si on regarde les enfants qui ont été adoptés, ils vont être structurés à partir de l'énergie de leurs parents adoptifs. Et donc, ils vont être connectés selon l'ordre dans la fratrie d'adoption toujours à la lignée paternelle, maternelle, à l'énergie du couple. Bien sûr, ils arrivent aussi avec des héritages transgénérationnels de leur famille biologique, mhm. mais leur structure énergétique dépend essentiellement des adultes qui auront nourri aussi bien la nourriture, l'alimentation que l'énergie jusqu'à 2 3 ans. D'accord. Ok, ok. Et je crois que c'est aussi le psychiatre Boris Cyrulnik qui parlait de ça dans la théorie de l'attachement, je crois. Il parlait aussi de ce type de choses. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses qui peuvent expliquer qu'il y ait des trous comme ça, symboliquement, dans les arbres, ou est-ce que on a à peu près fait le tour? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après, il y a plein d'autres exemples, mais ça reste des exceptions. Je crois Ouais. que la majeure partie des cas que vont peut-être expérimenter les personnes qui nous écoutent, ça va être plutôt ces schémas-là. Après, bien sûr, il y a plein d'autres exceptions. Alors, qu'est-ce que ça fait au fond à un individu de grandir à une place qui ne correspond pas à la sienne? Qu'est-ce que ça crée comme euh, sentiment finalement? C'est quoi les symptômes qu'il peut y avoir? Toi qui es une spécialiste des blessures, en plus émotionnelles, euh, par rapport aux sentiments d'illégitimité, d'invisibilité, peut-être tout ça. Absolument. Euh, Absolument. qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet? Bah, je pourrais en parler des heures. Je vais essayer d'être brève. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, c'est en fait toute la palette des émotions. Mhm. Et à travers ça, il y a toutes les histoires qu'on va se raconter. Par exemple, si une blessure de rejet se réveille, on va se dire qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas d'exister même. Si on a une blessure d'abandon qui se réveille, on va peut-être avoir le sentiment que seul on n'y arrivera jamais et qu'on a toujours besoin des autres comme soutien, comme aide, même parfois même comme sauvetage. Si on a une blessure d'invisibilité, on va dire, si je ne suis pas utile au monde, si je ne sers à rien, ben, je vois pas pourquoi j'existerais. Donc il y a plein de mécanismes de protection qui viennent s'installer. Et donc on va avoir par exemple la place du premier ou de la première de la classe,
la place de celle qui est toujours au service de tout le monde, qui se suradapte, qui veut faire plaisir à tout le monde. Donc là, on est vraiment dans des mécanismes de la blessure d'invisibilité. On peut être aussi la personne qui va toujours chercher à se servir en premier avec cette énergie du manque, de la blessure de défiance, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde et qu'il fallait qu'elle prenne sa part avant que les autres ne la prennent. Il y a tout plein de mécanismes comme ça, mais si je devais résumer, c'est dans quel état émotionnel récurrent on se trouve quand on n'est pas à sa place. Mhm. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? C'est essentiellement autour de ces trois émotions que vont tourner nos expériences de vie au quotidien, D'accord. De manière plus générale d'ailleurs. de manière plus Voilà. générale, absolument, absolument. D'accord. Et du coup, le syndrome d'illégitimité, on va le retrouver avec une blessure d'invisibilité, par exemple. Le fait de se sentir pas suffisamment, c'est vraiment au niveau de la blessure de rejet qu'on va sentir ça. Et puis, il y a des postures qu'on va adopter, comme par exemple la posture de victime de la blessure d'abandon, ou comme si on accablait le monde, les autres, la famille, et on se plaignait de tout, comme si on était victime. Mais le problème avec la posture de la victime, c'est que ben, on n'a aucun pouvoir. Si on est la victime, on n'a pas le pouvoir. Et donc, en On fait, subit. l'idée, c'est ça, on subit exactement. Et donc, l'idée, c'est de reprendre la souveraineté de sa vie, les commandes de son existence. Mhm. Et donc, bah, tu me fais la transition vers la question suivante, qui était de dire à partir du moment où une personne comprend déjà là tout ce qu'on vient de dire, la place qu'elle a occupée à un moment dans la fratrie, ok, jusqu'au jour où elle va prendre connaissance de tout ça, puisque rien n'est jamais figé. Hein, on le sait, tout bouge en permanence. Donc là, c'est pour ça qu'on parle vraiment à occuper, parce que c'est totalement réversible, hein, et c'est souhaitable pour l'équilibre de chaque individu. Hein. À partir du moment où elle comprend, qu'est-ce que ça peut changer? Donc tu disais, ça apporte une compréhension, de l'apaisement, une autorisation à exister. Quoi d'autre? La fin de certaines culpabilités, peut-être? Absolument. Et tout ça en même temps. En fait, si je prends un exemple concret, si par exemple, je suis une fausse aînée, c'est-à-dire, Mhm, je suis l'aînée dans la fratrie, dans les vivants de la fratrie, mais je ne suis pas la vraie aînée parce qu'il y a eu une fausse couche ou un avortement avant moi. OK. Donc, je vais essayer de combler ce rôle d'autoritaire, de forte, de celle qui porte la famille, etc., de l'aînée, quoi. mhm, Alors qu'en vrai, mon énergie, elle est beaucoup plus douce, elle est dans le service aux autres, elle est dans l'aide. Donc c'est très très difficile de cliquer les deux. À partir du moment où je réalise que j'ai occupé une place qui n'était pas la mienne. Avant, j'étais là et le secret, en fait, ou ce que je ne savais pas, était au-dessus de moi. Donc il y avait une emprise sur qui j'étais, comment je fonctionnais, etc. Le jour où je découvre, je vais me placer là, je vais me mettre à voir ce que je ne voyais pas avant. Et mhm, là, je ne suis plus sous l'emprise de cette mémoire ou de ce secret, mais je deviens souveraine de ma vie. Et là, même si rien ne change dans le visible, ça change tout dans l'invisible. Je suis plus en confiance avec celle que je suis. mhm, Je me libère de la culpabilité et de cette injonction de devoir être la forte. mhm. Je m'autorise à me connecter à mes forces de douceur, d'énergie féminine. Et puis, ça me permet aussi de me reconnecter à la joie du cœur, parce que le cœur, il est en joie quand on est aligné, quand on est authentique. Donc, c'est magique parce que c'est ce que j'entends souvent dans mon accompagnement. Les personnes me disent, c'est fou quand même, parce que rien n'a changé, mais tout a changé. Et c'est ça le fait de, hop, qu'on se mette à voir les choses qu'on ne voyait pas avant, ça change tout. Comment
pourrais dire une chose peut-être complémentaire sur la plasticité, que ce qui a été appris en fait pour survivre à un moment peut évoluer. À partir du moment où les conditions intérieures changent, on sait pertinemment en épigénétique aussi maintenant que la place de l'observateur a de l'importance. Où on a une réponse qui a été survie, on peut la décaler avec le regard et la faire reprendre sa juste place et à passer en mode je vais pouvoir vivre ma vie. Voilà, c'est ce que tu expliques peut-être d'ailleurs dans ton premier livre, je Oui, pense. absolument. Et c'est ce que j'utilise aussi dans mon accompagnement, c'est-à-dire j'appelle ça les mécanismes de protection des blessures. On déverrouille les mécanismes et on installe un nouveau mécanisme plus aligné et plus libre. Parce que ma vision, c'est qu'on ne peut rien enlever, on ne peut que remplacer quelque chose par quelque chose d'autre de plus aligné et de plus libre et de plus conscient, bien évidemment. Donc effectivement, à chaque fois qu'on élève notre niveau de conscience, mais élever ou plutôt élargir, parce qu'élever, on me dirait que c'est mieux ou moins bien, alors c'est pas le cas, élargir son champ de conscience, ça, on permet aux personnes d'accéder à de nouveaux possibles. Et c'est là où on crée des nouveaux circuits neuronaux en fait qui s'ouvrent parce que on se dit ah ben tiens j'avais pas vu ça mais maintenant je sais que j'ai plus de choix. Je pensais que je pouvais faire que ça mais maintenant je vois que je peux faire ça et ça et ça. Et donc ça augmente la liberté de choisir et la liberté intérieure. Tout ça grâce aux prises de conscience. Donc tout commence par la prise de conscience. Après, bon, il y a une dimension quand même très émotionnelle qui fait que souvent, bah, ça complète pour le switch en fait des choses, pour la libération énergétique. Comment faire justement pour que la compréhension de sa place, Oui, euh, si on nous a menti, s'il y a eu enfin des choses très très lourdes hein, du système qu'on s'est récupéré à l'insu de notre plein gré quelque part. Comment ne pas en faire une accusation du passé, mais au contraire plus une manière mature d'habiter le présent. Comment est-ce qu'on peut faire éviter d'accuser bah, ses parents, les grands-parents, etc., quoi, et sortir de la posture de victime peut-être. exactement. En fait, cette colère et cette forme comment dire, d'expérience d'injustice, d'avoir hérité ça ou d'avoir vécu ça, elle est non seulement normale et naturelle, mais en plus, elle peut être utile parfois. Parce que c'est cette colère, en se disant c'est pas juste, etc., qui aide à sortir d'un état de dépression dans laquelle on pourrait plonger dans des situations un peu compliquées à vivre. Donc la colère, elle est utile, elle est notre meilleure amie. Mais si on reste dans la colère, c'est là où il peut y avoir des problèmes. Parce que rester dans la colère, c'est se couper de notre pouvoir souverain. Et donc pour pouvoir passer de cette colère-là à l'étape d'après, qui est l'acceptation et la reprise des commandes de notre vie, ben, ça passe par beaucoup, beaucoup de compréhension intérieure. Déjà, la première étape, c'est de se dire, et si mon expérience de vie était un choix de mon âme, comment est-ce que je verrais les choses? Ça permet d'élargir un peu le champ de conscience. Et ensuite de dire, et si par rapport à tout ça, je pouvais changer une petite chose, ce serait laquelle? Ah bah, je pourrais peut-être commencer par réviser mon discours interne. Peut-être au lieu de continuer à blâmer les autres et à être la victime, de cesser je ne dis pas de se réjouir, mais d'arrêter ce discours interne et d'arrêter de se victimiser. Il se passe quoi? C'est vraiment l'observation, c'est y aller petit pas par petit pas et voir ce qu'il se passe. Si je préfère le nouvel état, je continue. Si je préfère l'ancien état de victimisation, j'y retourne. J'ai toujours le choix. Bien sûr, Mais c'est vraiment la puissance des petits pas que je suggérais ici, parce que l'idée, c'est pas de culpabiliser les personnes qui se victimisent, parce qu'elles le font, parce qu'elles ont des émotions, elles le font pas pour embêter les gens, mais bien c'est de sûr. dire, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Et l'image que j'aime bien donner aux personnes que j'accompagne, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on
on se met au volant et on ajuste le rétroviseur et on se met face à notre futur, ou est-ce qu'on est à l'arrêt et on continue à regarder notre passé et à pleurer? Le choix est toujours le nôtre. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que C'est c'est ça. facile. Je dis Mhm. juste que c'est possible, si on le Mhm. veut. Je partage ton point de vue là-dessus. Après, il y a les événements, ça on n'y peut rien. Mais ce qu'on fait des événements, ça on y peut quelque chose, en fait. Absolument. Voilà. Mais des fois, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais Et exact, c'est oui. grâce, ouais, c'est grâce à des émissions comme la tienne Mhm. qui offrent ce merveilleux cadeau de dire, ah, je savais pas. Ah bon? Et- Parce que le grand déclic vient toujours de quelqu'un d'autre. Il y a Mhm. toujours quelqu'un qui va nous dire quelque chose, qui va générer un déclic. Le changement ne se fait que de l'intérieur, on le sait, mais pour pouvoir déclencher quelque chose à l'intérieur, on a besoin de quelqu'un à l'intérieur. Bien sûr. J'étais dans cette posture de victime jusqu'à l'âge de 24 ans où une personne que je connaissais pas, qui travaillait avec moi et qui est devenue une grande amie depuis, m'a tendu un livre et elle m'a dit, tu devrais lire ce livre. Elle m'a pas dit, arrête de te victimiser. Elle Mhm. m'a juste dit, tu devrais lire ce livre. Je l'ai lu. C'est le livre de Louise Hay, Transformer votre vie. Ça a créé un déclic parce que j'ai pris conscience, en fait, d'abord que, un, j'étais dans la posture de la victime et que deux, je pouvais en sortir. Bien sûr. Et même trois, que la vie était plus belle de l'autre côté. Donc voilà. Ah, Si, ça si c'est. quelqu'un peut avoir ce déclic grâce à cette émission d'aujourd'hui, je pense que ouais, On aura j'en fait le serais heureux. job. On aura fait le job, auquel cas, c'est clair. Alors, le mot de la fin te revient. Dans chaque épisode, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc, Merci. qu'est-ce que tu voudrais laisser, si tu devais laisser qu'une seule chose à nos auditeurs, qu'est-ce que tu souhaiterais laisser comme message par rapport à l'épisode qu'on vient de faire? Merci Emmanuel. Ce que j'aimerais dire, et je vais les regarder dans les yeux, j'aimerais leur dire que les héritages transgénérationnels et toutes ces mémoires de choc émotionnel hérités ne vous définissent pas. C'est vous qui allez décider si vous allez les regarder comme des fardeaux ou comme des cadeaux. Et si vous décidez de les prendre comme des cadeaux, sachez que vous allez pouvoir non seulement vous libérer vous, mais libérer vos ancêtres, vos lignées et les générations futures.